Sur ce plateau à présent, Rodolphe Debord, qui est directeur innovation et développement durable de Rabot du Tilleul. C'est une entreprise centenaire. Parlez-moi un peu de l'histoire de cette entreprise. Ouh là là, presque centenaire. Presque centenaire. Donc entreprise familiale créée par deux ingénieurs spécialistes en béton à l'époque, qui étaient messieurs Rabot et monsieur du Tilleul. Pour la petite histoire, la famille Rabot s'est désengagée après quelques années. Et c'est donc la famille du Tilleul qui est en poste, mais alors que le surnom de l'entreprise ou son diminutif c'est Rabot, alors qu'il n'y a plus que les du Tilleul, c'est assez rigolo. C'est une grosse entreprise, pas mal de personnes y travaillent. Oui, c'est une entreprise dite de taille intermédiaire, une ETI. Nous sommes 1700 dans toute la France, plus une activité belge sous la marque Louis de Waal et une activité polonaise sous la marque RD Boud. Qui vient juste d'ouvrir une antenne à Berlin. Voilà, et donc vous faites de la construction d'immeubles, de logements, et avec, on peut le dire, une certaine intelligence, vous avez entamé le virage du développement durable il y a 10 ans. Absolument, en tout cas on l'a formalisé il y a une dizaine d'années. L'idée est assez peu militante et plutôt stratégique en réalité, c'est vraiment une idée d'entrepreneur. C'est si on est bon en développement durable, alors on va asseoir la pérennité de l'entreprise, prendre des parts de marché. Le développement durable dans le sujet du bâtiment est en train de secouer un petit peu le secteur avec des gens qui comprennent et qui s'en sortent, puis des gens qui comprennent moins et qui souffrent. Et nous, on espère pouvoir tirer les marrons du feu. Oui, donc justement, au-delà de la stratégie, c'est quand même aussi une capacité de se remettre en question dans son activité. Absolument. Beaucoup d'ingénierie. On a une boîte qui a un taux d'ingénieur un petit peu supérieur à la moyenne sur le BTP. Donc beaucoup d'ingénierie. Et puis une habitude de partenariat qui fait qu'on va chercher des expertises un petit peu partout, même des expertises assez étonnantes auprès d'ONG sur des sujets comme la biodiversité ou la sensibilisation, qui fait que on espère, on prétend faire des bâtiments qui améliorent les territoires dans lesquels on s'installe. Alors, vous faites pas mal de bâtiments publics et vous me disiez que le politique, et c'est encourageant, est assez ouvert à ce nouveau type de construction. Absolument. On a de plus en plus de consultations publiques pour des bâtiments ou pour des quartiers où on constate qu'il y a je n'irais pas dire jusqu'à une ferveur, et en quoi que ça dépend, il y a eu quand même la ferveur de la troisième révolution industrielle dans le Nord, je porte le pins exprès. Mais oui, il y a un certain intérêt. Il y a des sujets de développement durable sur lesquels, intérêt ou pas intérêt, on pourrait le faire parce que finalement le marché s'en préoccupe. Je pense à l'énergie en numéro 1 par exemple, mais il y a des sujets où l'intérêt des pouvoir public est absolument nécessaire pour pouvoir basculer, notamment les sujets d'économie circulaire. Alors des exemples peut-être de réalisation sur l'Eurométropole ou un peu au-delà, s'il y a des choses pertinentes. Le premier bâtiment qui a vraiment basculé en matière de développement durable, on va dire original, c'est un bâtiment qui est à Lille, qui s'appelle l'Arboretum, pour lequel on a fait appel à la Ligue de protection des oiseaux, qui est l'une des premières associations de protection de la nature en France, pour faire un bâtiment refuge de biodiversité. Un deuxième exemple à Bruxelles, grâce à l'ingénierie de Louis de Waal, on a réussi à construire en bois une rue de 100 logements au-dessus d'un centre commercial sans l'arrêter une seule seconde, rue Neuve à Bruxelles. Donc là, construction bois. On a fait le premier bâtiment en construction bois en bureau, y compris l'ascenseur à Lille. Et là, on vient de gagner à Paris la grosse consultation Réinventer la métropole avec un projet de transformation de tout un quartier en matière de développement durable. Donc c'est parfaitement rentré dans les mœurs au sein de l'entreprise. On a fait plus de 400 passages devant notre outil, notre démarche d'éco-conception qui a été présentée tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de bâtiments, soit en chantier, soit déjà construits selon cette méthode. Alors vous me disiez, étonnamment, les pouvoirs publics sont sensibles à cette démarche, mais étonnamment un peu moins le particulier. Alors ça va dépendre des sujets. Le particulier, alors d'abord on va parler de prix, puisque comme ça on va évacuer le sujet. On est au prix de marché, voilà. C'est-à-dire qu'à nous de trouver les moyens de pouvoir apporter une valeur supplémentaire sur le territoire en faisant des choix tout en ne modifiant pas le prix de vente, parce que sinon dans l'immobilier, si vous sortez du prix de vente, vous rentrez soit dans une petite niche qui n'est pas notre objectif, soit vous ne vendez pas du tout et vous ne tenez pas longtemps, donc ce n'est pas l'objectif. Donc on est exactement au prix de marché, point numéro 1. Et point numéro 2, il y a des sujets où le client il comprend immédiatement. Par exemple, si on lui garantit une consommation énergétique,
Il n'y a pas besoin d'agiter les bras. L'impact sur le portefeuille, il va comprendre tout de suite. Si on lui garantit que la résidence dans laquelle il va s'installer peut être gérée sans aucun pesticide, les familles sont souvent extrêmement sensibles pour des raisons de santé ou pour des raisons d'affect vis-à-vis de la nature. En revanche, sur l'économie circulaire, si on raconte en argumentaire de vente que le 3 pièces dans lequel la personne veut emménager a été construite notamment au niveau du sous-sol avec des poteaux qui sont construits en granulats recyclés, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, c'est pas un facteur de vente. C'est important. Pourtant, c'est extrêmement important d'un point de vue écologique. Et on a la chance, en tout cas dans le Nord et en Île-de-France, que ça soit vraiment désormais porté politiquement sous le vocable d'économie circulaire. J'allais dire qu'on a une espèce de mode politique là-dessus, pourvu que ce ne soit pas une mode et que ça perdure. Oui, mais ça veut dire que vous êtes quand même relativement optimiste par rapport à toutes ces démarches sur ce territoire de l'Eurométropole. Absolument, il y a une dynamique politique des entrepreneurs, des populations, tout est réuni pour que ça avance bien. Je suis assez optimiste pour l'attractivité du territoire. En plus, je pense qu'on va bénéficier, malgré eux, du Brexit avec des entrepreneurs qui vont revenir ou qui vont arriver avec l'argent qui va avec. Donc ça va être très utile. Donc ouais, je suis assez optimiste pour l'Eurométropole. Après, pour la planète et pour les humains qui sont sur la planète, est-ce qu'on va assez vite d'un point de vue changement climatique ? C'est un autre sujet. Je suis moins optimiste, mais en tout cas, je suis très déterminé et en pleine COP23. Mais les bonnes pratiques rentrent dans l'esprit et dans le fonctionnement, que ce soit du particulier, des collectivités et des élus. Et on est clairement en phase d'accélération. On n'avait pas du tout de sensibilisation. Maintenant, le sujet, il est acquis. On avait peu de bonnes pratiques. Maintenant, on en a beaucoup sur tous les thèmes. Et on voit que ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Donc on a besoin de cette accélération. Elle est en cours, croisons les doigts. Merci Rodolphe Debord d'être passé par notre plateau. On rejoint directement la salle. Je vous rappelle qu'on est toujours au Negundo à Froyenne pour cet événement de l'Eurométropole lié au changement climatique.